Joel Mogensen possédait un talent rare qui la distinguait dans le monde de la musique, avec une voix capable de toucher le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Mais malgré ce don incroyable et l'amour qu'elle recevait de ses fans, la vie de Joel a été tragiquement écourtée, laissant derrière elle un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de son impact, il faut revenir là où tout a commencé, avec ses premières années, l'enfance qui l'a façonnée et les expériences qui l'ont menée à devenir la chanteuse emblématique d'Il était une fois. L'enfance enchantée de Joel Mogensen. Dans les coins tranquilles de Long Island, New York, une jeune fille pleine d'ambition est née le 3 février 1953. Joel Mogensen, fille de Herbert Mogensen, un haut fonctionnaire de l'UNICEF, était destinée à une vie qui dépasserait largement les limites de son éducation privilégiée. Grandissant dans un vaste domaine, le monde de Joel était un mélange de confort et d'élégance, partagé avec ses sœurs Dominique et Natalia, nées quelques années après elle. Mais l'histoire de Joel n'allait pas se limiter au luxe de New York. En 1962, un nouveau chapitre a commencé lorsque la famille Mogensen a traversé l'Atlantique pour s'installer au Danemark. Copenhague est devenu le décor de ces années formatrices, un endroit où l'amour de Joel pour les arts a commencé à prendre racine. Sa mère, désireuse de nourrir cette passion, l'emmenait souvent au théâtre et au spectacle, où la jeune Joel regardait avec admiration ses rêves de scène grandissant à chaque représentation. Un moment décisif est survenu le jour de Noël 1965, lorsque Joel, alors âgé de 12 ans, a déballé un cadeau qui allait changer sa vie, sa première guitare. Avec cet instrument en main, elle a fait une déclaration audacieuse à ses parents. « Dans 6 mois, vous me verrez chanter sur scène, en m'accompagnant moi-même. » Fidèle à sa parole, Joel a rapidement maîtrisé la guitare et peu après, elle se produisait dans un cabaret local, captivant le public par son talent et son assurance. Le petit cabaret n'était que le début. Dans le parc d'attractions animées de Tivoli, les parents de Joel la surprirent au milieu d'un duo improvisé avec sa sœur Dominique, chantant des chansons de Bob Dylan devant une foule d'étrangers. C'était Joel dans son élément, audacieuse, déterminée, et déjà en train de démontrer le talent qui allait plus tard définir sa carrière. Malgré sa passion grandissante pour la musique, Joel restait une élève brillante. À l'âge de 16 ans, elle était déjà polyglotte, parlant couramment 6 langues, l'anglais, le danois, l'allemand, le français, l'espagnol et l'italien, un véritable prodige. Pourtant, même avec le potentiel pour une carrière différente, peut-être dans le domaine académique ou même en athlétisme, elle s'entraînait avec l'équipe olympique de natation du Danemark. Le cœur de Joel était dédié à la musique. Son enfance était une danse délicate entre les disciplines scolaires et la nature libre des arts. Comme elle l'a un jour exprimé de manière poignante, « J'ai l'impression d'avoir sauté l'adolescence, je suis entré directement dans l'âge adulte. » La vie de Joel a été un mélange de contrastes. Le luxe rapide de New York et la profondeur culturelle de Copenhague, la rigueur académique et la liberté artistique qui se sont tous combinés pour créer la femme remarquable que le monde allait bientôt découvrir. Un été d'amour et de lutte. L'été 1969, sous le soleil doré de la Côte d'Azur, une rencontre fortuite au Café Le Gorille allait marquer le début de l'une des relations les plus déterminantes de la vie de Joel Mogensen. À l'adolescence, Joel naviguait déjà dans la complexité d'une vie partagée entre les rues glamour de Monaco, où résidait son père, et le pittoresque port Grimaud, où vivait sa mère avec ses sœurs. C'est là, au milieu des paillettes de Saint-Tropez, que Joel a rencontré Serge Collège, un jeune homme qui allait devenir son amant pour les 9 années suivantes. Leur connexion fut instantanée, malgré leur jeunesse. Joel, qui venait de commencer sa carrière en tant que choriste à la radio nationale danoise, n'était pas étrangère à l'attrait des projecteurs.
Pourtant, sa relation avec Serge l'a plongé dans un monde à la fois enivrant et exigeant. Le couple est rapidement devenu inséparable, Joël rejoignant souvent Serge et son ami proche Richard DeWitt, alors qu'ils naviguaient dans le monde tumultueux de la musique et de la performance. Cependant, la vie n'était pas toujours aussi glamour qu'elle en avait l'air. En novembre 1970, le trio se retrouva dans une situation précaire. Michel Polnareff, le musicien français emblématique avec qui Serge et Richard avaient joué, tomba dans une profonde dépression, laissant les jeunes musiciens soudainement sans emploi. Sans revenus stables, Serge, Joël et Richard se sont tournés vers des petits boulots, travaillant dans des bars pendant les mois d'hiver rigoureux, juste pour s'en sortir. Ce n'étaient pas les environnements luxueux auxquels Joël était habitué, mais cela témoignait de son engagement envers Serge et sa propre carrière musicale naissante. Le 14 avril 1971 a marqué un moment crucial pour Joël et Serge lorsqu'ils ont sorti leur premier duo. Cependant, malgré leurs espoirs, le disque fut un échec commercial, ne se vendant qu'à 802 exemplaires. Joël a plus tard réfléchi à cette période lors d'une interview, en disant « C'était une époque de grande passion, mais aussi de grande lutte. Nous étions si jeunes, pleins de rêves, et pourtant la réalité nous semblait souvent conspirer contre nous. » Alors que leur romance estivale s'estompa dans le contexte de leurs défis quotidiens, Joël prit une décision audacieuse. Incapable de supporter la séparation avec Serge, elle quitta l'école d'art à Marseille et emménagea dans le petit appartement de 2 pièces de la mère de Serge à Colombes. Cela marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Joël, un chapitre où l'amour, l'art et les difficultés se mêlaient d'une manière qui allait la façonner pour toujours. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à cette époque, la sœur de Joël, Dominique, vécut sa propre histoire d'amour avec l'ami de Serge, Riquet, avec qui elle eut finalement 3 enfants. Les 2 sœurs, bien que sur des chemins différents, restèrent proches, partageant les joies et les luttes de leurs vies entremêlées. Le rêve de Joël Mogensen. Avant de plonger dans l'incroyable histoire de Joël Mogensen et de son parcours avec « Il était une fois », n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous aimez les histoires sur les légendes de la musique. Votre soutien nous aide à vous apporter plus de contenu fascinant comme celui-ci, alors c'est parti. L'idée de former un groupe a pris forme en 1971 lorsque Serge a renoué avec son ami d'enfance Lionel, qui avait récemment troqué sa guitare pour une carrière dans la plomberie. Des conversations qui avaient commencé comme des discussions décontractées autour d'un café se sont rapidement transformées en discussions sérieuses sur la formation d'un groupe. La pièce manquante est tombée en place lorsque leur amie Marie, surfant sur la vague de succès de son tube « Soleil », leur a offert le soutien financier nécessaire pour acheter du matériel. C'est ainsi qu'il était une fois né. Joël est devenue la chanteuse principale de ce groupe nouvellement formé qui comprenait également Richard DeWitt à la batterie, Serge et Lionel à la guitare, Bruno Walker à la basse et Christian Burguière au piano. Le groupe a d'abord eu du mal à trouver un nom. Joël a suggéré le Marabunta, mais il a été jugé trop typique. Finalement, le nom « Il était une fois » a été choisi, un titre approprié pour un groupe qui allait créer une histoire de succès digne d'un conte de fées dans la scène musicale pop française. La montée fulgurante d'Il était une fois. Il était une fois s'est rapidement distingué par sa musique simple mais joyeuse, un son qui résonnait auprès d'un large public. Leur approche mettait l'accent sur des voix puissantes et des performances scéniques engageantes, ce qui les différenciait des autres groupes de l'époque. Après des mois de répétition à la Maison des Jeunes et de la Culture de Colombes, le groupe a donné son premier gala le 25 décembre 1971 à Dieppe. Cette performance marqua le début d'un parcours remarquable. La grande percée du groupe est survenue en février 1972 lorsqu'ils ont fait leur début parisien au légendaire club Golf Drouot.
Le public, ainsi que la presse pop, les a accueillis avec enthousiasme. Profitant de cette vague de succès précoce, Il était une fois a enregistré Rien qu'un ciel, une chanson qui allait devenir l'un des plus grands succès de l'été 1972. Ce titre a cimenté leur statut de groupe à suivre et à partir de ce moment-là, leur ascension fut fulgurante. Pendant les années vibrantes de 1972 à 1978, Il était une fois a forgé un héritage qui résonnerait dans l'histoire de la musique pop française. Leur parcours a été marqué par la sortie de 4 albums phares, Rien qu'un ciel, La rage au poing, Ils vécurent heureux et Pomme. Chaque album était un témoignage de leur son en constante évolution et de leur talent indéniable. Parmi les trésors de leur discographie figuraient des chansons qui ont rapidement conquis le cœur des auditeurs. Des titres comme « Que fais-tu ce soir après dîner ?» et « Les filles du mercredi » ont profondément résonné, mais c'est le intemporel « J'ai encore rêvé d'elle » qui est vraiment devenu le cœur battant du groupe. Cette chanson, avec ses paroles poignantes et sa mélodie envoûtante, a atteint des sommets incroyables, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires en quelques semaines et devenant l'hymne d'une génération. L'influence d'Il était une fois a transcendé les frontières, envoûtant des audiences bien au-delà de leurs racines françaises. Au Japon, ils étaient connus sous le nom de Joël et son orchestre, tandis qu'en Allemagne, ils se produisaient sous le nom Es war einmal, et en Italie, sous le nom Sera una volta. Leur capacité à se connecter avec les auditeurs à travers les cultures était évidente lorsqu'ils ont enregistré leurs chansons les plus chéries en plusieurs langues, assurant ainsi l'attrait universel de leur musique. Il était une fois n'était pas seulement un groupe de musique, c'était la connexion qu'ils ont forgée avec leur public. Leurs performances, qu'elles soient en tournée en Corse, le long de la Côte d'Azur, ou sur la scène emblématique de l'Olympia à Paris, étaient toujours électrisantes. Ils ont même fait plusieurs apparitions à la télévision française, notamment dans le célèbre Sacha Show, animé par Sacha Distel. Au fur et à mesure que les années 70 progressaient, Il était une fois est devenu l'un des groupes de pop français les plus en vue de la décennie. Le dernier rideau. Comme pour de nombreux contes de fées, l'histoire d'Il était une fois a finalement pris fin. En 1978, le groupe autrefois soudé a commencé à se désintégrer. Les tensions ont augmenté alors que les pressions de la célébrité et les différences personnelles prenaient leur tollé. La relation de Joël avec Serge, qui avait été la pierre angulaire du groupe, a commencé à se détériorer. Les deux, autrefois inséparables, ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre, et avec eux, la cohésion du groupe a commencé à s'effriter. En 1979, après la sortie de leur dernier single « La clé des cœurs », le groupe se sépare officiellement. Chaque membre suit alors son propre chemin, mais l'impact qu'ils ont eu sur la scène musicale française reste indélébile. Joël, toujours profondément attaché à la musique, entame une carrière solo et sort son premier album, Joël tout court. Cependant, sa vie est tragiquement écourtée à l'âge de 29 ans. Serge Coulen, dévasté par la disparition de Joël, continue de travailler dans l'industrie musicale, mais il ne parviendra jamais à retrouver la magie d'Il était une fois. Dans les années qui suivent, les autres membres poursuivent également leur propre voie. Richard DeWitt reste actif dans le domaine musical, tandis que Lionel Gaillardin et Bruno Walker se tournent vers d'autres secteurs. En 2015, Serge Coulen s'éteint, laissant derrière lui un héritage étroitement lié à l'âge d'or de la pop française. Les membres d'Il était une fois ont peut-être emprunté des chemins différents après leur séparation, mais la musique qu'ils ont créée continue de les unir en esprit. Même en vieillissant, les mélodies de leur jeunesse résonnent encore, rappelant que la magie qu'ils ont autrefois créée ensemble persiste dans l'air. Nous étions plus qu'un simple groupe, se souvient Richard DeWitt. Nous étions une histoire, un chapitre de nos vies qui ne pourra jamais être effacé. Il était une fois a peut-être disparu, mais leur musique continue de vivre.
Les chansons du groupe ont été redécouvertes par de nouvelles générations, souvent reprises dans des films ou parodiées dans des sketchs humoristiques, perpétuant ainsi l'esprit d'Il était une fois. Leur titre le plus célèbre, J'ai encore rêvé d'elle, reste un classique bien aimé, rappelant une époque où un simple groupe pouvait capturer le cœur d'une nation avec une mélodie et des paroles justes. De la gloire du groupe à la réussite personnelle. Après la dissolution d'Il était une fois en 1979, Joel Mogensen se retrouve à un carrefour. Le groupe lui avait apporté la célébrité et la reconnaissance, mais désormais, elle s'engage dans un territoire inconnu en tant qu'artiste solo. Déterminé à se forger une identité propre dans le monde de la musique, Joel signe avec Barclay Records, une décision qui allait définir le prochain chapitre de sa carrière. L'admiration de Joel pour le chanteur français Jean Sablon, connu pour ses chansons romantiques, a joué un rôle important dans son parcours solo. Dans une interview en 1980, elle confie « Jean Sablon était une source d'inspiration pour moi. Son élégance, sa voix, la manière dont il connectait avec son public. Je voulais apporter un peu de ce charme intemporel à ma propre musique. » Cette admiration aboutit à leur collaboration lors de son émission spéciale télévisée en 1979, numéro 1, qu'elle dédie à Sablon. La performance était un hommage sincère, montrant le profond respect de Joel pour ce chanteur légendaire et son désir d'honorer les traditions de la musique française tout en laissant sa propre empreinte. En 1980, Joel sort son premier et unique album solo, Joel tout court. Cet album marque un tournant par rapport au son pop centré d'Il était une fois, mettant plutôt en lumière la polyvalence vocale de Joel et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers sa musique. La chanson phare de l'album, Homme impossible, devient rapidement un best-seller sur les charts musicaux européens en 1981. Ce succès prouve que Joel n'était pas seulement la voix d'un groupe populaire, elle était une artiste à part entière. Pierre Billon, qui a travaillé en étroite collaboration avec Joel sur l'album, se souvient plus tard dans une interview « Joel avait cette incroyable capacité à mettre tout son cœur dans sa musique. Homme impossible n'était pas qu'une chanson pour elle. C'était une histoire qu'elle vivait et respirait. Je pense que c'est pour cela qu'elle a tant résonné avec les gens. Elle ne faisait pas que chanter. Elle partageait une partie d'elle-même. » Le dernier chapitre tragique de Joel Mogensen. Le 14 mai 1982, Paris était encore enveloppé dans le calme du début du printemps, ignorant la tragédie qui allait bientôt secouer l'industrie musicale française. Joel Mogensen, la voix éthérée d'Il était une fois, avait passé la soirée à rendre visite à ses sœurs à Neuilly-sur-Seine, une paisible banlieue d'Île-de-France. La visite était comme tant d'autres, remplie de rires, de souvenirs et de la chaleur de l'amour familial. Plus tard, Joel rejoignit des amis pour dîner où elle semblait de bonne humeur, participant à des conversations animées qui se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Mais à l'aube du 15 mai, la vie de Joel fut tragiquement interrompue. À seulement 29 ans, la chanteuse qui avait conquis le cœur de millions de personnes avec sa voix émouvante fut retrouvée sans vie dans la maison où elle avait passé la nuit. Une autopsie révéla plus tard que la cause de la mort était un œdème pulmonaire, une condition qui remplit les poumons de liquide, rendant la respiration impossible. La nouvelle de sa disparition soudaine et prématurée stupéfia la nation. La mort de Joel a laissé ses fans et ses collègues sous le choc. Jean Sablon, le chanteur français que Joel admirait et avec qui elle avait chanté, fut parmi les premiers à exprimer sa douleur. Elle était une étoile qui a brillé trop fort, trop vite. Joel avait une voix capable de réchauffer même le cœur le plus froid. Sa perte n'est pas seulement une perte pour la musique, mais pour tous ceux qui l'ont connue, a déclaré Sablon dans une interview peu après son décès. Les funérailles de Joel Mogensen ont eu lieu quelques jours plus tard au cimetière du Montparnasse à Paris.
l'un des lieux de repos les plus emblématiques de la ville. Sa tombe se trouve le long de l'avenue de l'Ouest, à l'angle de la 7e division, un endroit paisible qui est depuis devenu un lieu de pèlerinage pour les fans. La cérémonie fut sobre, réunissant la famille proche, des amis, ainsi que de nombreuses figures de la scène musicale française. Parmi les personnes en deuil, on retrouvait Joe Dassin, Carlos, Dave et Jane Manson, ses compagnons de l'équipe à JoJo. Chacun d'eux a parlé de Joël, non seulement comme une collaboratrice, mais aussi comme une amie dont l'absence laisserait un vide irremplaçable. Dans les jours qui suivirent, les hommages affluèrent de tout le pays. Les fans déposèrent des fleurs, des lettres et des souvenirs personnels sur sa tombe, créant ainsi une sorte de sanctuaire en l'honneur de la chanteuse qu'ils adoraient. Beaucoup exprimèrent leur chagrin dans des messages émouvants, reflétant le sentiment que la voix de Joël avait été une source de réconfort et d'inspiration dans leur vie. « Sa musique était la bande sonore de notre jeunesse », écrivit un fan. « Même si elle est partie, sa voix restera à jamais dans nos cœurs. » La mort de Joël a également déclenché une vague de tristesse parmi d'autres musiciens et personnalités publiques. Michel Drucker, célèbre animateur de la télévision française, parla ouvertement de l'impact de Joël sur la culture pop française. Joël Mogensen n'était plus qu'une simple chanteuse, elle était le symbole d'une époque, un moment où la musique rapprochait les gens d'une manière unique. Sa disparition est une perte qui se fera sentir pendant des générations, déclara Drucker lors d'une émission télévisée dédiée à sa mémoire. Peut-être le plus poignant fut la sortie du single de Joël « Aime-moi », qui passa sur les ondes seulement 3 jours après sa mort. La chanson, avec ses paroles envoûtantes et l'interprétation émotive de Joël, devint un hymne posthume, grimpant dans les classements alors que les fans pleuraient la perte de l'artiste. Les paroles, qui imploraient l'amour et la compréhension, prirent une résonance nouvelle et tragique à la lumière de sa disparition. Des rumeurs et des spéculations se sont inévitablement répandues autour de la mort subite de Joël. Bien que la cause officielle ait été un œdème pulmonaire, certains murmuraient sur les pressions de la célébrité et le tribut que cela avait pu prendre sur sa santé. Cependant, des amis proches furent rapides à dissiper toute idée de scandale. « Joël était une âme sensible », déclara un ami qui souhaitait rester anonyme. Elle ressentait profondément, peut-être trop profondément pour ce monde, mais elle n'était pas autodestructrice. Sa mort fut une tragédie, pure et simple. Au fil des années, l'héritage de Joël n'a fait que grandir. Sa tombe au cimetière du Montparnasse reste un lieu de recueillement, où les fans, anciens et nouveaux, viennent rendre hommage. La pierre tombale, portant son nom et l'inscription « Aime-moi », sert de rappel de l'amour qu'elle a donné au monde et de l'amour qu'elle a reçu en retour. Le cimetière lui-même, qui abrite de nombreuses autres figures célèbres, est devenu un lieu de mémoire culturelle française, la tombe de Joël étant l'une des plus visitées. L'iconique « J'ai encore rêvé d'elle » de Joël Mogensen. En 1975, la sortie de J'ai encore rêvé d'elle a marqué un tournant dans la carrière de Joël Mogensen et du groupe Il était une fois. La chanson, écrite par Serge Coulen et Richard de Witt, est rapidement devenue l'une des plus aimées de l'histoire de la pop française, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires en quelques semaines à peine après sa sortie. Mais derrière le succès de la chanson se cache une histoire de persévérance créative et de la voix unique, non formée, qui l'a rendue inoubliable. La création de « J'ai encore rêvé d'elle » n'a pas été sans difficulté. Richard de Witt, qui a composé la musique, l'a fait en seulement 30 minutes. Un processus inhabituellement rapide pour un musicien qui passait habituellement des jours à peaufiner ses mélodies. Serge Coulen, alors partenaire de Joël, a écrit les paroles. Cependant, la ligne provocatrice de la chanson « Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent encore » a suscité la controverse au sein de la maison de disques. Craignant la censure et les représailles, les dirigeants de Pathé Marconi EMI voulaient supprimer cette ligne.
Cullen, déterminé dans sa vision artistique, refusa de faire le changement et menaça même que le groupe n'enregistrerait pas la chanson si la ligne était coupée. Après plus d'une semaine de négociations intenses, le label céda et la chanson fut enregistrée telle qu'elle avait été écrite à l'origine. Lors de la séance d'enregistrement, le groupe sentait qu'il manquait quelque chose. La voix de Joel, caractérisée par son innocence enfantine, était nécessaire pour donner vie à la chanson. Cependant, la clé musicale élevée représentait un défi pour elle. Joel avait du mal à atteindre les notes, ce qui mena à une solution créative, ralentir légèrement l'enregistrement, lui permettant de chanter dans une tonalité plus basse, puis accélérer la bande pour revenir à la normale en post-production. Le résultat fut une contre-voix d'une beauté envoûtante, qui complétait le chant principal de DeWitt, ajoutant une qualité éthérée à la chanson qui résonna profondément auprès des auditeurs. J'ai encore rêvé d'elle fut inclus dans l'album Ils vécurent heureux, le deuxième album du groupe, et devint rapidement un hymne des années 1970. Les fans furent captivés par le style vocal distinct de Joel, que certains critiques identifièrent plus tard comme « faux nef », une technique de chant qui évoque un ton enfantin. Pour beaucoup, cette voix était une source d'intrigue et d'affection. Comme l'a raconté un fan, « J'ai entendu la chanson pour la première fois à la radio et je pensais qu'il s'agissait d'un enfant qui chantait. Quand j'ai appris que c'était une femme adulte, j'ai été étonné. La voix de Joel était différente de tout ce que j'avais entendu auparavant, innocente mais remplie d'une profonde émotion. » L'impact de la chanson s'est étendu au-delà de la France. Elle a été traduite et enregistrée en plusieurs langues, atteignant des auditoires au Japon, en Allemagne et en Italie. La voix de Joel, malgré, ou peut-être à cause de, sa qualité naturelle et non formée, a touché une corde sensible chez les auditeurs du monde entier. Dans une interview en 1980, Joel réfléchit au succès de la chanson en disant « Je pense que ce que les gens entendent dans ma voix, c'est l'émotion. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de ressenti. J'ai encore rêvé d'elle est une chanson qui parle au cœur, et je suis reconnaissante qu'elle ait touché tant de personnes. Même des décennies après sa sortie, J'ai encore rêvé d'elle reste un classique bien aimé, avec des fans de tous âges qui continuent de la découvrir et de l'apprécier. Au cimetière du Montparnasse à Paris, où Joel Mogensen est enterré, sa tombe est souvent un lieu de rassemblement pour les fans qui viennent rendre hommage à la chanteuse, dont la voix continue de résonner à travers le temps. Il laisse des fleurs et des notes, citant souvent des lignes de la chanson qui les ont fait tomber amoureux de sa musique. Comme l'a exprimé un admirateur avec émotion, la voix de Joel pouvait sembler enfantine, mais elle portait le poids de 1000 rêves. Chaque fois que j'écoute « J'ai encore rêvé d'elle », je me rappelle du pouvoir de la musique de nous transporter dans un autre temps, un autre lieu. Joel est peut-être parti, mais sa voix ne s'éteindra jamais. La chanson, qui n'a pris que 30 minutes à composer et qui a failli ne jamais voir le jour, est devenue un témoignage intemporel de l'héritage durable de Joel Mogensen, un rappel de la magie qui peut se produire lorsque les artistes restent fidèles à leur vision. Et lorsqu'une voix, peu importe son caractère non conventionnel, parle directement à l'âme. En conclusion, quelle est votre chanson préférée de Joel Mogensen? Avez-vous des souvenirs particuliers liés à sa musique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.